Bonjour, bienvenue à Hello Santé Nutrition. Nous terminons cet après-midi avec ce webinaire. On termine 3 jours de rencontres techniques gratuites sur Internet pour vous les éleveurs et les professionnels des filières animales. 3 jours organisés par HelloPress, l'éditeur des 3 magazines professionnels de référence, PLM, Filière Avicole et Portmag. Nous sommes toujours en direct du studio d'HelloPress à Rennes. Vous pouvez réagir, allez-y, faites-le, posez vos questions. Réagissez à ce qu'on dit avec le chat sur votre écran d'ordinateur. Et pour terminer la 3e édition d'Hello Santé Nutrition, nous sommes avec notre partenaire, la Banque Populaire Grand Ouest, pour parler changement climatique, risques ou opportunités pour la santé animale et comment être bien accompagné financièrement face aux changements qui bousculent, on le voit tous, qui bousculent tous nos élevages aujourd'hui. Alors sur le plateau d'Hello cet après-midi, Ludovic Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur de la SCEA La Ville-Sarchet, faites des volailles, grande culture, porc, production d'énergie. Vous allez évidemment nous détailler, nous dire comment ça se traduit chez vous et comment vous vous adaptez. Christophe Bruyant, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des expertises et de l'innovation d'Ellipse Group, conseil de techniques agricoles, 2 départements, Deux-Sèvres et Ille-et-Vilaine. C'est bien ça. Et nous sommes avec Mélanie Villebout. Bonjour Mélanie. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous êtes directrice du marché des professionnels et de l'agriculture à la Banque Populaire Grand Ouest, la BPGO. Alors, le changement climatique, qu'est-ce que ça change sur nos élevages et dans nos métiers des filières animales? Je me tourne d'abord vers vous, Ludovic. Vous êtes éleveur. Oui. Sur votre exploitation. Décrivez-moi d'abord le constat. Qu'est-ce qui change finalement? Qu'est-ce qui change? D'abord sur l'élevage, parce que je fais de la culture et de l'élevage. Donc sur l'élevage, ça va être principalement des températures hautes l'été. Ça va être vraiment le point qui est le plus compliqué à maîtriser. Et sur la partie... Les animaux en souffrent? Les animaux en souffrent, oui. Quels animaux vous avez? Alors donc je fais du porc. Donc du porc, quand il fait trop chaud, voilà, ils sont pas forcément très à l'aise. Et de la volaille. Donc volaille, des bâtiments avec une densité quand même assez importante. Et voilà, en plein été, c'est pareil, hein. Température élevée, ça peut être compliqué. L'hiver, c'est plus simple. On est en Bretagne, on n'a pas encore des températures trop froides. Mais voilà, c'est les températures d'été trop chaudes, comme l'année dernière, où on frôlait les 42 degrés. Où là, c'était plus compliqué à gérer, ouais. Est-ce qu'on a des pertes de performance sur les animaux? Oui, quand il fait chaud, on a des pertes de performance. Les animaux mangent moins. Ils sont pas à l'aise, ils mangent plus la nuit, donc il faut justement décaler tous ces cycles. Ah, ils mangent plus la nuit? On essaye de les faire manger plus la nuit quand les températures baissent. Voilà. En canicule ou... On y reviendra, mais oui, on est obligé de décaler carrément. On essaye de décaler, oui. Et de les rafraîchir en journée le mieux possible. D'accord. Et sur les cultures? Et donc sur les cultures, on peut le voir, on peut le constater en ce moment, c'est des saisons qui sont complètement différentes. Des étés très chauds, des hivers très pluvieux, là, comme en ce moment. Là, on est les pieds dans l'eau, là. On est les pieds dans l'eau, donc ça décale les implantations, ça les prolonge. Ça les annule des fois. On va pas faire tout ce qu'on avait prévu, donc il faut être capable de s'adapter. Et sur d'autres cultures, c'est les récoltes qui sont plus compliquées. Lesquelles? Donc le blé par exemple, avec des coups de chaleur en début d'été. Les maïs, avec le manque d'eau. L'année dernière, nous par exemple, entre l'implantation et la récolte, on a eu 35 mm. Trop peu pour du maïs. Eh oui. Donc mauvaise récolte. Mauvaise récolte. Est-ce que sur les fourrages aussi, il y a un impact? Il y a un impact, oui, sur la qualité des fourrages. La qualité des maïs, alors moi je ne fais pas de bovin, je fais de la méthanisation, mais la qualité de ce qu'on peut apporter dans la méthanisation, c'est moins bon. Ouais. Bon, alors on va vous poser tout de suite une première question flash chez vous dans votre élevage. Quel est le plus grand défi face au changement climatique? Répondez très rapidement avec un clic sur votre écran. Quel est le plus grand défi climatique en matière d'adaptation, bien sûr, en ce moment? Est-ce que c'est le manque de fourrage dont on vient de parler? Est-ce que c'est le bien-être animal et donc aussi peut-être la performance derrière le bien-être? Est-ce que c'est le changement d'assolement? Est-ce que c'est le manque d'eau? Est-ce que c'est la perte de revenus? Est-ce que c'est autre chose? On donnera les résultats tout à l'heure, juste avant les questions que vous nous poserez. Christophe, je me tourne vers vous, le groupe Ellipse. Vous conseillez les éleveurs pour piloter au mieux leurs élevages et vous les accompagnez bien évidemment. Qu'est-ce que vous constatez désormais dans les élevages sur lesquels vous travaillez? Alors chez Ellipse, on s'adresse principalement aux éleveurs de ruminants, éleveurs dans les activités bovin-lait, bovin-viande et caprins. Et donc, effectivement, je partage les constats qu'a évoqué Ludovic. Le premier constat qu'on fait, c'est une modification du cycle des cultures, et notamment sur la production fourragère. On a des repères de date qui changent fortement, des conditions de culture qui sont aussi assez différentes.
On peut voir apparaître dans certaines situations également des problématiques sanitaires, que ce soit sur les végétaux ou sur les animaux aussi, qui sont des problématiques qui sont nouvelles. Qui sont nouvelles. C'est des nouveaux ravageurs, des nouveaux. Des nouveaux parasites, des nouveaux virus aussi sur les animaux. Hein. On a eu récemment un épisode de la maladie hémorragique épizootique là qui est liée à des moustiques qui remontaient du sud. MHE. C'est ça, la MHE. Donc, et ça, c'est lié au changement climatique, la MHE, probablement. On le suppose puisque c'est lié à un moustique en fait qui remonte du sud et qui se déplace. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est des paramètres dont on tient compte. Et puis le troisième paramètre, c'est l'inconfort des animaux dans les bâtiments d'élevage. On le constate aussi sur les bovins. En production laitière, on le voit par exemple. En production laitière, en production bovine. Enfin, je parle des bâtiments, mais c'est vrai aussi parfois au champ, hein, quand on a quand on manque d'ombrage, donc là, il y a vraiment pas mal d'enjeux autour du logement des animaux et le besoin de rafraîchissement et d'apaisement pour les animaux. Bien sûr, de retrouver du bien-être. C'est vrai que les bovins sont rapidement touchés par le phénomène de ce qu'on appelle le stress thermique. C'est les animaux les plus sensibles ? Je ne sais pas si on peut comparer les animaux entre eux. En tout cas, un bovin dès 23 degrés, en fonction de l'humidité de l'air, il peut commencer à souffrir d'inconfort en fait lié au stress, puisqu'il faut réguler la température et donc il va consommer plus d'énergie dans ces situations-là pour maintenir sa température à 38,5 pour les bovins. Donc là, on est bien d'accord, tous les deux vous nous confirmez que on voit, hein, tous les éleveurs le savent évidemment, mais on voit des choses qui ont un impact sur la ferme, sur sa performance et donc sur le revenu des agriculteurs et des éleveurs. Je me tourne, ça fait une transition vers vous Mélanie. Comme banque, Banque Populaire, quel est votre rôle, vous, dans cette transition climatique ? Qu'est-ce que vous faites pour aider les éleveurs dans cette situation ? Pascal, notre job de banquier, en fait, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, de conseil auprès des éleveurs. Notre place, elle est clairement à côté des éleveurs dans leur exploitation dans cette transition climatique. Tant dans l'échange qu'on a avec eux, quand on va les voir, bien sûr, sur leur site d'exploitation, puis aussi dans l'analyse des dossiers de leurs projets. Tout ça, c'est unanimement ce qu'on fait tous les jours. Alors comment on le fait et comment on s'adapte aussi ? En fait, on a créé un questionnaire, un outil de sensibilité de son exploitation pour chacun des éleveurs. Un questionnaire de sensibilité au changement climatique. C'est ça. C'est un outil, en fait, je vais vous donner pour exemple des exemples concrets des questions qu'on pose. Dans ce questionnaire-là, on va par exemple poser quelle est votre exposition par rapport à votre exploitation au risque climatique. Vous le sentez léger, faible, très fort, moyen, ou vous n'êtes pas concerné. C'est des questions qu'on pose aux éleveurs. Une deuxième question, je vais en citer une deuxième, c'est par exemple la gestion alimentaire. Est-ce que vous avez concrètement des actions d'engager ou est-ce que vous avez réfléchi à des actions sur l'autonomie alimentaire, par exemple le taux de chargement, les conduites techniques, l'assolement. Alors on pose ces questions-là. Dans quel but ? En fait, c'est tout simple. C'est d'abord de les sensibiliser, de voir leur appétence à ces sujets de risque climatique. Et puis nous, côté banque aussi, c'est de se dire, à court terme, moyen et long terme, c'est bien connaître aussi leurs projets s'ils ont anticipé, s'ils ont déjà des actions, et c'est de mieux les accompagner au quotidien en proposant les bonnes solutions de financement. Tout ça dans un but de sécurisation de l'outil de production de nos exploitants, parce que c'est vraiment pour demain, après-demain et pour l'avenir. Et puis la pérennisation de l'outil de production, la durabilité des exploitations. Et puis quand on parle du sujet du renouvellement des générations, on parle transmission, on parle transition. Voilà comment on fait pour accompagner nos éleveurs. Oui, parce que donc si je comprends bien à travers ce que vous nous dites, c'est que vous, en tant que banquier, cette question de la transition climatique est fondamentale pour la durabilité même économique de l'exploitation. Tout à fait, elle est complètement fondamentale. Et ce questionnaire, c'est vrai que c'est un outil qui aide aussi nos conseillers sur le terrain à aller tous les jours en parler. Bien sûr, extrêmement important. Alors maintenant, on va voir justement comment on peut s'adapter. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que rien n'est pire, évidemment, que de subir sans rien faire. Évidemment, derrière votre écran, tous les éleveurs à qui je parle le savent, tous les jours, vous prenez des décisions, vous vous adaptez à toutes les situations. Mais là, le changement climatique, c'est un truc, évidemment, qu'on avait anticipé, certes un peu, mais qu'on n'avait pas vu venir à ce point-là. Il faut être clair, ça va très très vite et ça nous prend très fortement. Alors, je me tourne vers Ludovic, bien sûr. Comment est-ce que vous vous adaptez ? Qu'est-ce que vous avez changé dans tous les domaines de votre activité ? Alors, plusieurs choses. D'abord sur les bâtiments d'élevage, donc pour les problèmes de température d'été, on a installé de la brumisation, autant sur la volaille que sur le porc. D'accord. Donc ça nous permet donc de
refroidir, de les rafraîchir. Alors, techniquement, à quoi ça ressemble une brumisation? C'est un mur d'eau? Non, techniquement, c'est des petites bûches qui sont dispersées dans le bâtiment, au-dessus des animaux, et on pulvérise des fines gouttes pour voilà. Et ça a un impact? Ça a un impact, oui, ça déstresse les animaux, ça les rafraîchit. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que nous, on aime bien aller dans les bâtiments dans ces moments-là, parce qu'on est aussi, c'est confortable aussi pour nous. D'accord. Après, voilà, il y a aussi des limites à ces systèmes. La dernière, on a eu un été avec une chaleur très sèche. Ouais. Donc là où la brumisation fonctionne bien, sur des chaleurs plus humides, c'est beaucoup plus compliqué de refroidir, puisque l'air est déjà saturé en humidité. On vient rajouter de l'humidité. L'impact est moins bon. L'impact est moins bon. Donc pour ça, nous, on joue plutôt sur des vitesses d'air dans les bâtiments. Donc on va réfléchir à la ventilation. Ah oui. Hyper important. Très important. Si on ventile pas, ça monte en chaleur. Hein. Ça monte, et puis voilà, faut renouveler l'air le plus possible. Donc on a des ventilations dynamiques. On essaye d'augmenter les vitesses d'air un maximum. Bien sûr. Donc on a rajouté des ventilateurs sur les poulaillers, par exemple. D'accord. Et ça donne des résultats, ça fonctionne bien. Fonctionne. Vous arrivez à maintenir, j'allais dire, un écosystème favorable au... Oui, on arrive à maintenir, en tout cas, à maintenir les volailles en bonne santé. Ouais. Et puis voilà, on essaye aussi de jouer sur les densités des animaux, sur les bâtiments. Donc par exemple, sur les poulaillers, on a ajouté des jardins d'hiver. Donc ça a plusieurs fonctions. Hein. Donc ça diminue la densité dans le bâtiment. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est un jardin d'hiver. C'est un espace où on sort. C'est un petit espace où on sort. Ça ressemble plus à un préau. C'est collé au bâtiment. C'est pas un parcours. C'est pas un parcours. C'est un espace à l'extérieur, fermé. Surtout en ce moment avec les cas de grippe aviaire, etc. Donc il faut quand même être. C'est découvert au-dessus. Et c'est couvert au-dessus. Ah, c'est couvert au-dessus. C'est le tour qui est ouvert et voilà. Le dessus est couvert. Et donc voilà, ça diminue la densité dans les bâtiments. Donc moins de densité, moins de température aussi. Bien sûr. Pour les animaux. Et donc sur le porc, nous on a fait le choix il y a déjà plusieurs années du porc sur paille. Donc c'est aussi ça, un petit peu moins de densité, des meilleures conditions pour les animaux, bien-être animal. Ah oui. Et puis voilà sur la partie élevage. Élevage, sur les cultures. Et sur sur les cultures, on a plusieurs façons de s'adapter. Déjà on a fait le choix d'aller vers l'agriculture de conservation. D'accord. Donc avec plusieurs avantages. Définissez-la d'un mot, l'agriculture de conservation. Donc, l'agriculture de conservation, on va dire qu'il y a 3 piliers. On va travailler le moins possible les sols. On va diminuer en tout cas notre travail du sol. On va couvrir. Pas de charrue, hein. Pas de charrue. On va couvrir le plus possible. Couverture du sol, jamais laisser nu. Jamais le laisser nu. Et aussi on va essayer d'allonger les rotations. D'accord. Donc en allongeant les rotations, et c'est ça, on va essayer aussi de trouver des cultures plus résistantes au stress hydrique, principalement. Donc on fait des essais, la dernière on a fait des essais de sorgho, des choses comme ça. D'accord, vous testez le sorgho? Ouais, on teste le sorgho. Pour voir comment ça répond, pour voir comment ça répond. Et être capable, le jour où on n'arrive plus à faire de maïs, d'avoir... Vaut mieux anticiper. On essaye d'anticiper, voilà. Vaut mieux anticiper. Christophe, justement, pour anticiper, pour aider, comment vous conseillez vos éleveurs ou vos agriculteurs de manière générale? Quels conseils vous leur donnez pour s'adapter? Alors, je dirais qu'il y a deux, en tout cas dans la production, dans l'élevage de ruminants, il y a 2 leviers principaux qui sont des leviers de court terme. Le premier, ça va concerner l'efficacité de la production fourragère. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir des systèmes fourragers qui permettent de couvrir les besoins du troupeau et qui s'équilibrent. Ouais, parce que l'enjeu, il est là, c'est de produire suffisamment de fourrage. Hein. Tout à fait. D'autant plus que dans un certain nombre d'exploitations désormais, le système fourrager sert de matière première non seulement à l'élevage mais aussi à des ateliers comme la méthanisation. Oui. Donc il en faut plus. Pouvoir aussi combiner les systèmes de fourragers pour ces productions-là. Donc le mot d'ordre général, c'est quand même de sécuriser les stocks. Ça, je pense que c'est un principe de base par rapport au discours qu'on a pu tenir et les conseils qu'on a pu formuler aux éleveurs les années passées, enfin les décennies passées où on leur disait le stock coûte cher, visez au plus juste. Ouais. Là, désormais, il faut en faire plus. Il vaut mieux en avoir un peu d'avance. Voilà, tout à fait. Que d'être obligé d'en acheter dans l'hiver. La logique de dire d'avoir 15 mois, on dit on fait une récolte tous les 12 mois, on a 15 mois de stock, c'est plutôt un bon message de sécurité. D'accord. Ensuite, c'est de la réactivité quant au choix de fourrage. On sait qu'on peut élever des genisses avec des rations sèches, donc on va utiliser de la paille plutôt que de taper dans les stocks de fourrage. On peut, le cas échéant aussi, envisager plus de récoltes de printemps. Je pense à des agriculteurs qui ont eu l'occasion des fois de faire de l'ensilage, par exemple de l'ensilage de céréales immatures. C'est un peu gâché, mais en tout cas, ça permet d'alimenter les troupeaux. C'est un des exemples qu'on peut prendre. Le deuxième axe, c'est tout ce qui va concerner effectivement les conditions de logement des animaux. Oui. Donc en période de stress climatique, et les épisodes reviennent de plus en plus souvent, la vigilance va devoir être portée sur l'abreuvement. C'est un message qu'on a tout au long de l'année, mais là vraiment dans ces périodes-là, la vache elle a besoin de boire encore plus que d'habitude. Et là il faut vraiment, on a des recommandations en termes de longueur d'abreuvoir par animal et en fonction du chargement dans le bâtiment.
tout ce qui va concerner la présentation de la ration. Les vaches, c'est comme nous, hein, quand il fait chaud, on a sans doute un peu moins d'appétit pour certains aliments et plus pour d'autres. Donc donner plutôt le soir pour qu'elle mange la nuit, c'est par exemple ça, comme le disait. Multiplier les distributions aussi. Ah oui. On va découper. On fractionne pour que on ait toujours un aliment frais à proposer aux animaux. Oui, parce que si ça devient sec, c'est moins bon. C'est moins bon, moins appétant. On va avoir aussi un conseil qui consiste à introduire de l'eau dans la ration. C'est-à-dire que quand on fait le mélange, on va pouvoir venir rajouter de l'eau dans la ration. On humidifie un peu. Voilà. On va transmettre de l'eau déjà. Même s'il y a l'eau de boisson, on va humidifier la ration, c'est pour faciliter l'ingestion. Et puis, dans la composition de la ration, on aura la vigilance de compenser les pertes. Il y a des pertes spécifiques et la régulation de la température amène une consommation. On aura des pertes spécifiques en cas de coup de chaleur, par exemple. Des pertes d'énergie, puisqu'il faut compenser maintenir la température, ça coûte cher en énergie. Ah oui. On va venir. Donc il faut qu'on nourrisse plus fort à ce moment-là. En général, on va venir. Le réflexe inverse, moi. On va concentrer les rations, notamment en énergie, ça c'est un point. Et puis compenser aussi toutes les pertes. Il y a pas mal de pertes en minéraux puisque la vache va consommer. Voilà. Donc les bovins transpirent peu, mais il y a des pertes, digestives en minéraux. Donc il faut venir aussi la compenser. Donc c'est une supplémentation spécifique de la ration. D'accord. C'est des choses auxquelles on prête attention. Ensuite, c'est le logement à proprement parler. Que les vaches soient dans les bâtiments ou à l'extérieur, bien penser à l'ombrage, limiter le rayonnement solaire. C'est vrai que dans les aménagements de bâtiments, alors c'est pas toujours compatible avec le bien-être des éleveurs, mais des bâtiments trop lumineux, ça aurait tendance à trop chauffer. Et c'est pas toujours l'idéal, donc il faut aussi trouver le bon équilibre là, parce que travailler dans le noir, c'est pas sexy non plus. Tout à fait. Et puis ensuite, c'est la ventilation. Donc on va chercher à avoir un minimum de vitesse d'air au-dessus des animaux. Ça peut être de la ventilation naturelle. On sait qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui n'ont pas été forcément conçus initialement pour ces périodes chaudes. Il y a des choses à faire déjà d'aménagement. Voilà. Et si c'est pas suffisant, là on peut envisager des mécanismes type ventilation dynamique, la brumisation, voire même le douchage dans certains cas extrêmes où là on passe carrément les vaches à la douche. Les vaches à la douche, bon, tout est possible. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et que vous avez beaucoup de conseils à nous donner. Mélanie, sur cet aspect des choses, adaptation, on voit que on s'adapte, on a des idées. Vous, en tant que banquier, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces changements? On a de la chance d'être banquier parce qu'on est aussi, on est en veille en fait sur tous ces sujets de changement de pratiques agricoles. On le voit, c'est constamment en mouvance. Nos agris sont en perpétuelle adaptation et donc nous, on reste en veille et comme les agris, on s'adapte et on adapte aussi nos solutions de financement tout simplement. Je vais donner 2 exemples pour être très concrète. C'est une gamme de prêts, des prêts qu'on va dire verts, puisqu'ils vont être plus dédiés à ces changements adaptés au changement climatique. Ah oui, il y a des prêts spécifiques pour le changement climatique. C'est encourageant en termes de conditions, puisque c'est aussi favoriser nos éleveurs à aller là-dedans, aller là-dedans, exactement. Ça les aide à faire la transition. Oui, exactement. Par exemple, on va financer avec un prêt transition d'activité des projets d'agroforesterie. Derrière, c'est pourquoi ce projet va contribuer à plein de choses. Au bien-être animal, à une meilleure santé des animaux, et puis aussi lutter contre les impacts du climat évidemment. On parle de sécheresse. En Bretagne aussi, et de plus en plus souvent. Donc ces prêts-là, on a adapté notre gamme pour favoriser ces financements. Et puis un deuxième exemple que je voulais vous donner, par exemple, c'est le financement de matériel agricole. Alors on connaît, nous, ça s'appelle AgriLismage chez nous, mais on a dédié maintenant ce financement de matériel via les concessions à un AgriLismage qu'on va appeler Cap Durable. Pourquoi? Parce qu'il est vert et en fait il est aussi boosté en termes de conditions. C'est-à-dire que l'éleveur, en fonction des agroéquipements qu'il va avoir à financer pour adapter son système, qu'il soit neuf ou d'occasion, nous on les a choisis cette liste de matériel pour leur impact favorable pour à la protection de l'environnement. On parlait des protections des cultures, ça peut être des systèmes d'irrigation. On les embarque sur ces sujets-là. Et aussi pour soulager, je reviens à ce que Ludovic disait, l'agriculteur et aussi son confort du bien-être de l'éleveur aussi. Donc voilà, on s'adapte et en perpétuel comme le font nos agris pour les aider dans leur décision et surtout leur financement. Oui, parce qu'on n'a pas parlé équipement, mais en effet, nouvelle situation, nouveaux équipements pour de nouvelles cultures, pour de nouvelles productions. Donc évidemment, les équipements, il faut bien les financer. Alors, ça peut être aussi une opportunité.
Ce changement nous oblige à nous adapter. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une opportunité de diversification, de changer de production? Ludovic, chez vous par exemple, est-ce que vous diversifiez? Alors oui, on a fait le choix de diversifier il y a déjà plusieurs années, d'abord avec l'installation d'une éolienne. Une éolienne, d'accord. Ouais, c'était assez précurseur dans le département, elle date de 2007, c'était la première. Ah oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, Ouais. il y a longtemps. C'était aussi pour diversifier l'élevage, où on sait que l'élevage, c'est une succession de crises, quand même. Ouais. Donc c'était pour faire un petit peu un tampon financier, pour nous permettre puis aussi de lancer des nouvelles choses. Donc il y a eu l'éolienne, plus récemment, il y a 2 ans, on a eu la méthanisation. D'accord. Une méta? Une méta, voilà, Okay. c'est ça. Donc on a décidé de produire de l'énergie, on le produisait déjà avec l'éolien, on va le produire maintenant à partir d'une méta. Méthanisation en injection, c'est-à-dire qu'on produit du gaz qui va être injecté directement sur le réseau GRDF. D'accord. Donc ça, c'est un autre choix de diversification. Ça nous assure des revenus plus stables sur un nombre d'années qu'on connaît à l'avance. Eh oui. Si forcément tout se passe bien, faut que les cultures soient là, faut que Ouais. l'élevage Mais fonctionne ça aussi. sécurise quand Mais même. ça sécurise, Ça voilà. amène un apport. Ça amène un apport. régulier, quoi. Moi, ça me rassure. Allant vers l'agriculture de conservation, on prend des risques. Oui. En prenant ces risques, j'ai la méta qui tourne, ça me vous rassure soutient un peu. financièrement Ok. quand même. Ouais. Ça, c'est un choix économique aussi. C'est ça. Et une dernière Diversification. Ouais. Le solaire. Le solaire aussi. On monte des nouveaux Vous êtes bâtiments. très énergie alors. Hein. Très énergie. Ouais, ok. Très énergie. Vous allez Donc, monter un bâtiment photo? ouais, en fait, c'est ça. On a agrandi notre élevage de porc, la partie engraissement. Donc, on profite de ça pour se servir des toitures et installer des panneaux. Bien sûr. Donc, c'est des projets qui Bien sûr. s'autofinancent. Donc, Bien sûr. pourquoi pas. C'est de l'autoconsommation. Le but, c'est d'être le plus autonome possible. Carrément. Pour éviter d'avoir à acheter de l'énergie à des tarifs qu'on connaît maintenant. On a vu depuis récemment quelques des mois. tarifs très élevés qui peuvent mettre en péril l'élevage aussi. Hein. Carrément. Donc, le but, c'est que l'élevage tienne le plus longtemps possible. Donc, ça fait partie des choses. Bien sûr, parfait. Merci à vous, Ludovic. On a vu cette diversification très énergie chez vous, mais évidemment, on peut changer de production. Évidemment, vous réfléchissez, j'imagine, à d'autres productions aussi en culture pour s'adapter. Vous nous avez parlé du sorgho, mais ça peut être d'autres. Et vous, derrière votre écran, envisagez-vous de vous diversifier? Sondage flash, allez-y, répondez immédiatement. Envisagez-vous la diversification de votre exploitation agricole? Plusieurs possibilités. Un changement ou un arrêt d'atelier, un changement de système de production, la transformation, de la vente directe, de la production d'énergie comme Ludovic, ou alors autre chose. Je rappelle qu'on donnera les résultats dans quelques minutes. Je me tourne vers Christophe. La diversification, pour vous qui conseillez les agriculteurs, est-ce que c'est une bonne idée? Et qu'est-ce que vous leur conseillez à ce niveau-là? On va parler de l'adaptation effectivement des systèmes de production. Et alors la diversification, ça tient à la fois sur les différentes productions. On voit effectivement et on accompagne les agriculteurs dans les démarches nouvelles de production d'énergie renouvelable, sur la démarche de projet de création d'une unité de méthanisation. Vous avez un service dédié, je crois? Tout à fait, ouais, dans le bureau d'études environnement, et puis également un bureau d'études bâtiments. On va travailler avec les éleveurs, notamment sur les constructions de bâtiments sur le photovoltaïque également, parce que alors c'est lié bien sûr au changement climatique et aux besoins plus importants d'énergie renouvelable. C'est lié aussi au fait que les consommations électriques dans l'élevage ruminant ont tendance à augmenter, et donc on crée du besoin, et les logiques de production pour l'autoconsommation deviennent tout à fait pertinentes aussi. Donc vous avez des services dédiés là-dessus pour conseiller ça. Hein. Oui. Okay. Et puis après, sur l'approche agronomique, évidemment, l'intégration dans les rotations, dans la réflexion sur les achèvements de ces nouvelles contraintes, c'est des choses que l'on fait, et on essaie d'anticiper au maximum les processus. Et puis des choses qui sont sans doute moins développées pour le moment, mais je pense que c'est une activité qui monte en puissance. C'est la démarche d'agroforesterie. Ah oui, où dans certaines productions, on peut mixer 2 types de production, à la fois le pâturage et la production de bois. De bois. L'agroforesterie, vraiment, pour Ellipse, c'est vraiment une voie de diversification utile dans ces temps nouveaux. Oui, ça fait partie des options qu'il faut observer pour nos agriculteurs. Ok, parfait. On a fait le tour, Christophe? Des principales, et on n'a jamais fini, bien évidemment. Moi, je vois l'heure qui tourne, et donc, Mélanie, on va vous demander, vous, comment vous accompagnez, justement. Est-ce que c'est, évidemment, une opportunité? Cette opportunité de diversification, comment vous l'accompagnez?
Nous, je citerai une des opportunités de diversification, on l'a vu, c'est effectivement les énergies renouvelables. Ludovic le disait très bien, c'est une source d'abord de revenus supplémentaires. Économiquement, ça fait moins peur. Ça rassure. Ça rassure, le partage du risque pour l'éleveur, mais aussi pour le banquier, il faut qu'on soit clair. Oui, ça vous rassure aussi. C'est important. Nous, on sait faire, c'est une expertise qu'on a depuis longue date à la Banque Populaire Grand Ouest. Et il faut aussi avoir en tête que nos agriculteurs, en 2050, il y en aura 1 sur 2 qui sera producteur d'énergie. Ah oui. En 2030, c'est 1 sur 4. On y est presque. C'est-à-dire que, voilà, il y a vraiment une forte dynamique. Selon les chiffres actuels, là, 1 sur 2 produira de l'énergie dans 30 ans, là. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment une forte dynamique sur le photovoltaïque et sur la méthanisation. Nous, on va parler du Grand Ouest et c'est parce qu'on est ici, justement. Concrètement, on a vraiment accompagné 147 projets de méta uniquement depuis 10 ans seulement. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment acteur sur ce sujet aux côtés des agriculteurs. On a aussi une expertise chez nous qui s'appelle Autochtone Environnement, qui accompagne aux côtés de nos conseillers agri ces projets d'envergure à la ferme ou collectifs. Et puis, je dirais qu'il y a aussi on constate aussi des diversifications. Projets aussi, par exemple, l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas trop. Maintenant, ça y est. C'est vrai que ça se développe. La loi qui est arrivée en février de cette année, d'ailleurs, encadre le sujet avec des panneaux qui apportent vraiment un service à l'agriculture. Donc ça, c'est important. Et ça crée clairement des zones d'ombre. La pousse de l'herbe est favorisée. Le bien-être animal aussi. On le voit, on parlait des parcours de volaille, ça existe aussi. On voit que sur le bovin, ça va arriver. Enfin, tout ça pour dire que ces productions d'énergie, elles sont complémentaires et pour le bien-être animal et pour contrer ces aléas climatiques. En tout cas, nous, on sait faire et on a plaisir à accompagner ces éleveurs de tout le territoire pour ces projets de diversification. Merci Mélanie, on va passer immédiatement aux questions des internautes. Allez-y, vous avez encore 2-3 minutes pour nous envoyer vos questions. J'invite Justine Souquet à venir nous rejoindre. Mélanie, décalez-vous s'il vous plaît d'une seconde. On va faire venir Justine qui est responsable projet marché agriculture à la Banque Populaire Grand Ouest. Justine, d'abord bonjour, merci d'être avec nous. Le résultat des sondages, vous les avez? Est-ce que vous avez les résultats? Quels sont-ils? Alors, pour le premier sondage, donc la question était quel est votre plus grand défi en matière d'adaptation au changement climatique? Donc j'ai un top 3. C'est principalement le manque d'eau, le manque de fourrage et le bien-être animal. D'accord. Manque d'eau d'abord, manque de fourrage et bien-être animal. Oui, et on a aussi autre qui prend une bonne partie. Donc une bonne partie. Peut-être que Ludovic, ça évoque aussi pour vous un autre défi qu'on n'a pas cité. Oui, on peut parler de la séquestration carbone, qui est encore une autre diversification, mais c'est aussi, c'est aussi un service qu'on peut rendre à la société, nous agriculteurs. Quand j'ai décidé moi d'aller vers l'agriculture, c'est assez récent, ça fait 3 ans. Donc ça faisait partie des enjeux, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Et l'agriculture, c'était pour moi un moyen de rendre service à la société quelque part en faisant plusieurs choses, produire de la nourriture, travailler au niveau local et aussi maintenant séquestrer du carbone. On en parle beaucoup en ce moment. Donc nous, on a le moyen de le faire avec l'agroforesterie, en plantant des haies, avec nos systèmes de culture, en les améliorant un petit peu, en laissant des cultures au sol. Et donc on réfléchit à tout ça là. C'est pour ça aussi qu'on a été vers l'agriculture de conservation. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore entré dans le système où on vend ses crédits carbone pour récupérer, mais on n'en est pas loin. Certains agriculteurs le font, on tâte. Ouais. Mais voilà. On prépare déjà, on séquestre et ensuite on sera capable de... Voilà, il faut d'abord séquestrer pour le vendre dans un deuxième temps. Et le deuxième sondage, Justine? Le deuxième sondage, donc la question était, envisagez-vous la diversification de votre exploitation agricole? Sans surprise, la première réponse c'est la production d'énergie. Et ensuite la transformation, la vente directe. D'accord. Bon, c'est moins surprenant, production d'énergie, surtout avec les exemples que vous nous avez donnés les uns les autres. Y a-t-il des questions ou des interpellations de nos internautes qui nous ont regardés? Oui, on a une question, je vais vous la lire telle que. Oui, allez-y. J'ai vu des toits d'étables passer à la chaux, je crois, pour les blanchir et ainsi réduire la température dans l'étable. Avez-vous des repères en termes de retour sur investissement? Christophe, peut-être. Alors, c'est précis. Oui, alors, j'en ai pas. En termes de retour sur investissement, ce qui est sûr, c'est que le fait de blanchir les toits, évidemment, on va renvoyer l'énergie plutôt que de la faire traverser le toit et réchauffer l'ambiance du bâtiment. On voit aussi des pratiques qui consistent à obscurcir les translucides, en fait, parce que les translucides, donc, qui laissent passer la lumière pour éclaircir les bâtiments.
On conseille aux éleveurs de ne pas avoir plus de 5% de la surface du toit en translucide. Donc dans certains cas, le conseil qui est donné, c'est d'obscurcir carrément le translucide. On va passer à la peinture ou remplacer les plaques. Carrément. Donc j'ai pas de repère en termes de chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui peut contribuer, ne serait-ce même si c'est quelques jours pendant l'été, à faire baisser la température du bâtiment, c'est du confort pour les animaux. Et il faut avoir en tête que ce qu'on observe dans ces périodes de forte intensité climatique, de stress thermique, les troupeaux peuvent diminuer leur production en lait de l'ordre de 2 à 4 kilos de lait par vache et par jour. Sur des troupeaux, notamment sur les troupeaux et les vaches productrices, on va passer de 35 à 30 kilos de lait en quelques jours, en fait, du fait de l'impact climatique. Donc, il faut vraiment chercher, effectivement... L'impact est gigantesque. Gigantesque. Y a-t-il une autre question, Justine? Oui, ensuite, c'était au niveau du financement des projets d'énergie renouvelable. Est-ce qu'il est plus facile à financer pour les banques? C'est pour moi. Donc celle-là, c'est pour vous. Celle-là, c'est pour vous. Je dirais plus facile, oui, parce qu'on a l'expérience et donc l'expertise aussi. Donc je dirais oui. Par contre, il faut qu'on reste quand même vigilant à tout ce qui se passe, les changements de pratique, on le voit bien. Et puis toutes ces innovations, c'est ce qui arrive en tout cas. Donc oui, mais restons vigilants. Et puis chaque projet reste un projet unique pour chaque exploitant qui reste un éleveur dans son exploitation et son outil de production. Justine, est-ce qu'on a d'autres questions encore? L'heure est presque terminée, mais on peut peut-être en prendre une dernière. C'est terminé. Bon, je vous remercie les uns et les autres. Merci mesdames, merci messieurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce webinaire. Pour conclure, allez, un dernier mot, un conseil, parce que le changement climatique c'est un enjeu. Un conseil que vous donneriez aux éleveurs, Ludo? Un conseil, soyez curieux. Allez voir ce qui se fait chez les autres. Ça peut donner des idées. Christophe? Oui, dans le même ordre d'idée, soyez observateurs, c'est-à-dire de ce qui se passe sur vos élevages et de l'impact au quotidien de ce changement climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mélanie, un conseil? Moi, je dirais, osez venir nous en parler à n'importe quel moment. On est là pour ça. Pour vous aider aussi. On peut venir vous voir sur cette question. N'importe quand. C'est notre Parce qu'au départ, a priori, on va pas voir la banque pour ça. Justement, c'est ça mon message, c'est venez justement sur ces sujets-là. On est là pour financer le cycle d'exploitation et votre exploitation. Osez venir nous voir. Bon, ce sera le mot de la fin. C'est la fin aussi de cette Hello Santé Nutrition, 3e édition. Ça se termine maintenant. Bonne journée à toutes et à tous. Prochain Hello au mois de juin. Tous nos webinaires, évidemment, sont à retrouver en replay sur Hello Santé Nutrition. À bientôt sur Hello.